Nous allons maintenant passer en revue dans différentes séquences des dirigeants d'entreprise qui ont participé à cette grande étude qui vous sera présentée cet après-midi par Julien Lévy. Dans un instant, je vais accueillir les dirigeants d'Airbus. D'abord, je vous propose d'écouter la nouvelle génération puisque nous avons interrogé des étudiants de l'ESCP pour avoir leur vision de l'utilisation de l'IA générative. Tout au long de la journée, vous les entendrez. Je vous propose d'écouter les premiers. My advice is for big corporation is to organize training session in order to let their employees understand not only the huge potential of generative AI but also the limitation. Of course, these new technologies can foster and improve the work, but employees cannot let the latter do the entire work, because in the long run, this would affect their motivation, but also the satisfaction and their creativity. And therefore, this can have some negative results also for the company in general. So the aim for a big corporation is to let their employees know how to use generative AI in a responsible and clever way. Ensuite, en ce qui concerne mon expérience de l'intelligence artificielle générative, en l'occurrence, moi je l'ai utilisé durant ma classe préparatoire pour avoir un autre point de vue sur des faits ou sur une réflexion économique, et j'ai été assez déçu tant par les faits qui n'étaient pas assez précis, par le manque de réflexion exigeante de l'outil ChatGPT. I think generative AI is a really powerful tool for us early career because it'll decrease the learning time of certain skills tremendously. VBA, Python, etc. It could catch the bugs from our codes. It could provide codes with us under our instruction. It's like having this customized homeschooling teacher sitting next to us, and because of that, we're bound to learn faster than before. Voilà, c'est Airbus qui ouvre le bal. Bonjour Thierry Baril. Bonjour. Vous êtes Chief HR and Workplace Officer d'Airbus. Catherine Gestin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Exécutif vice-président Digital et Information Management. Vous allez vous partager votre vision, la vision d'Airbus de l'IA générative. Le sujet de l'IA n'est pas nouveau chez Airbus, loin de là. Catherine, quelle est l'approche d'Airbus sur l'IA générative ? Effectivement, alors l'IA chez Airbus, c'est pas nouveau. On a commencé au début des années 90, donc on a un tout petit peu d'expérience sur le sujet. On avait commencé en fait avec l'utilisation du langage naturel d'une part, et tout ce qui était computer vision, en particulier pour des applications sur les images satellites. Et pour développer des produits, donc on a commencé à développer des produits qui utilisaient l'IA il y a maintenant effectivement un peu plus de 30 ans. On a typiquement des produits qui vont analyser en fait les images satellitaires à des fins pour les assurances, dans le cas de catastrophes naturelles, on en a eu quelques-unes ces derniers temps, et évaluer l'ampleur des dégâts. On a des utilisations pour l'agriculture, pour optimiser les rendements et optimiser l'utilisation des surfaces agricoles. Donc on a commencé à travailler sur ces sujets-là il y a très longtemps. Maintenant, c'est vrai que depuis ChatGPT, on a vu une accélération aussi chez Airbus de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a en quelques mois, donc depuis le début de l'année, plus de 400 cas qui ont été identifiés dans toutes les fonctions de l'entreprise, aussi bien pour nos produits. Donc on a travaillé et on travaille toujours sur l'automatisation des vols, le décollage automatique, l'atterrissage automatique, la croisière automatique, aussi bien pour les avions d'ailleurs que pour les hélicoptères. Mais on travaille aussi sur nos processus et on a eu quelques cas assez emblématiques. Ce qui m'a surtout frappé sur ces usages digitaux, c'est le retour sur investissement qui est colossal. C'est-à-dire on parlait tout à l'heure d'optimiser les processus de l'entreprise et de résoudre des équations assez complexes.
On a développé un produit qui nous permet, qui assiste les acheteurs dans la négociation du prix des matières premières. Les rendements, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros de savings en fait, pour l'entreprise. On a eu un autre cas qui est l'optimisation de nos stocks. Là aussi, plusieurs dizaines de millions d'économies qui ont été faites par l'entreprise grâce à des techniques d'IA. Donc effectivement, et cette accélération en fait, ce qu'on a vu ces derniers mois, elle nous a obligés à nous structurer différemment pour pouvoir faire une utilisation de l'intelligence artificielle qui soit, alors moi je dis éthique, responsable, et je vais laisser Thierry en parler mieux que moi. Oui, puisqu'il y a évidemment, Thierry Baril, la question de la gouvernance qui émerge. Comment est-ce que vous vous emparez de ce sujet ? Alors déjà avec une ambition d'être socialement responsable, sociétalement responsable, humainement responsable, c'est une grande ambition. On a une ADN chez Airbus qui est très centrée sur l'humain, donc il n'est pas question que la technologie nous fasse échapper de cette direction. Et c'est vrai d'ailleurs en interne, c'est vrai également dans les implications externes que l'on peut avoir, parce qu'on va chercher à avoir une contribution sociétale positive. Le dernier exemple en tête, c'est par exemple d'aller aider l'Oncopole de Toulouse avec des algorithmes et nos équipes opérationnelles pour automatiser et faciliter la gestion, par exemple, de sessions de radiothérapie. Ce qui fait qu'en permanence, on va essayer de se rappeler ce que finalement la technologie au travers de l'AI génératif peut apporter au monde, à l'humain, pour avoir des humains augmentés, en fait. Donc on parle vraiment d'intelligence augmentée et pas le contraire. Donc l'assistance et non pas la prise de leadership sur. Et au travers de ça, c'est vrai qu'on est obligé de monter beaucoup de gouvernance autour de l'ensemble de ces sujets. Alors on est débutant, c'est-à-dire qu'on est expérimenté sur nos produits en termes de technologie, mais on est débutant dans la gouvernance. Et ça vient de l'accélération en fait, que nous sommes tous en train de vivre. Donc on vient de constituer au mois de novembre un comité directeur qui s'appelle le Trustworthy AI Committee, qui va regrouper l'ensemble des grandes fonctions de l'entreprise pour justement structurer autour de nos valeurs éthiques l'ensemble des conditions, des régulations qu'on souhaite mettre en œuvre, respecter également ce qui va nous venir par exemple de l'Europe, puisqu'on attend tous maintenant cette EU AI Act. Vous me suivez avec les acronymes, mais c'est assez simple. On suit tout. Voilà, mais ça va quelque part mettre pas mal de bornes, de contraintes, d'organisation et de sécurité. Donc à nous de nous organiser, et on a des équipes opérationnelles qui travaillent déjà en multifonctionnel pour classer, prioriser l'ensemble de nos initiatives AI et s'assurer qu'on soit toujours conforme à nos valeurs. Ouais, avec déjà. des enjeux pour un groupe comme Airbus de souveraineté, d'éthique, assez colossaux, de sécurité aussi. Absolument, puisque la sécurité, Catherine pourrait en parler pendant une journée, et la cybersécurité sont évidemment dans nos business des sujets extrêmement sensibles. Alors parlons un peu de ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, la formation, la montée en compétences des salariés. Quels sont les impacts sociaux que vous identifiez ? Ils sont très nombreux parce qu'on s'attend tous à ce que dans les années qui viennent, 70% des fonctions, des compétences, des métiers de l'entreprise soient impactés d'une manière ou d'une autre. Et on sait tous également que nos leaders vont de plus en plus devoir gérer des équipes qui vont être dans l'utilisation d'intelligence artificielle générative. Donc ça se prépare, ça s'organise, on a déjà un certain nombre de formations, beaucoup de sensibilisation, mais on approche le sujet avec humilité. Et aussi en regardant les opportunités, on l'a tous dit, il y a quelque part une recherche de productivité. Je ne sais pas si tout le monde dans cette salle a en tête que la moitié de votre temps, vous le passez à répondre, à écrire, à commenter sur des emails, sur des réseaux sociaux. C'est à peu près la moitié du temps. Quand on pense finalement au potentiel qui est derrière, ça peut quand même nous libérer d'un certain nombre de tâches qui ne sont pas inutiles, mais qui nous prennent quand même beaucoup de temps par rapport au temps humain. Donc on y voit, nous, beaucoup d'opportunités, on voit tout ce temps qu'on peut réinvestir, parce que l'humain, normalement, gardera ce discernement, j'appelle toujours ça le côté bourrin de la machine, pardon pour l'expression, mais ça restera quand même un côté bourrin. C'est nous qui allons garder normalement ce discernement, cette évaluation, cette analyse critique. Et on va être aidé, donc quelque part ça a un impact social, ça a un impact sur la façon de travailler, et ça on doit l'appréhender en sensibilisation et en formation, c'est vrai. Et la difficulté d'embarquer toute l'entreprise, de laisser personne sur le côté dans cette montée en compétences. Et donc de l'anticiper.
et l'anticiper le plus possible. Mais c'est un peu comme la robotisation qu'on nous promettait, qui est devenue une cobotisation. Dans les 30 dernières années, où finalement on a bien vu cette intelligence augmentée, et pour nos collaborateurs qui étaient dans nos usines, finalement une progression de compétences, mais surtout une progression dans les capacités. C'est-à-dire qu'on apprendra avec l'intelligence artificielle à avoir de nouvelles compétences, mais surtout on développera de nouvelles capacités, qui sont des vraies capacités humaines, justement, et dont Marcus parlait il y a un instant, sur lesquelles on saura toujours rajouter cette valeur ajoutée par rapport à ce que la machine va nous apporter. Nous, c'est ça, en fait, que l'on vise. C'est toujours cette intelligence augmentée. Et je pense à nos collègues du Portugal. Nous avons constitué, il y a 3 ans, une nouvelle filiale au Portugal qui augmente de manière exponentielle. Et ils sont très très jeunes, c'est moyenne d'âge 32 ans, génération Z. Et eux ont lancé leur projet d'AI Generative en appelant ça, en français, tout ce qui est pénible à faire, quoi. Donc tout ce qu'on peut faire avec l'AI générative, je ne vais pas vous dire le mot désagréable, mais vous l'avez compris, et tout ce qui finalement n'est pas marrant à faire doit passer par l'AI, et on se concentre davantage sur la valeur ajoutée. Et on sent plutôt l'opportunité que le risque. Marcus posait aussi la question de est-ce qu'il faut créer ses propres outils en interne, ou est-ce qu'il faut aussi regarder ce que font les startups ? En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que chez Airbus, on a à la fois, on utilise ce qui existe sur le marché. Alors, on n'est pas ChatGPT parce qu'on a fait, nous, le choix de Google. Donc, forcément, on travaille plutôt avec les outils comme Duet de Google. Mais on utilise les outils du marché. On travaille avec un certain nombre de startups sur des sujets très particuliers. Et on développe nos propres outils. Je parlais tout à l'heure de l'outil d'optimisation des achats. C'était un cas d'usage qui était vraiment très spécifique à Airbus, puisqu'on achète non seulement pour Airbus, mais on achète en fait pour toute notre supply chain. Et donc il faut optimiser la répartition de la matière première auprès de l'ensemble de notre supply chain. Donc on est sur des équations, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y avait 24 millions de nœuds à résoudre, donc c'est un tout petit peu compliqué comme équation, et ça c'est quelque chose qu'on a développé spécifiquement chez Airbus. Donc en fait c'est ce que disait Thierry est tout à fait juste, on reste très très humble par rapport à, même si on en fait depuis 30 ans, on reste très très humble parce que il y a de nouvelles solutions qui arrivent quasiment tous les jours sur le marché. Et donc on essaye en fait de rester à la fois à l'écoute de ce qui se fait à l'extérieur, mais aussi sur des cas très spécifiques à Airbus. On parlait tout à l'heure du pilotage automatique. Sont bien évidemment des choses qu'on ne va pas trouver sur le marché, et donc on développe en interne. Donc en fait c'est une combinaison de start-up, de grandes entreprises, de ce que font aussi les grandes entreprises et de ce que font et de ce qu'on fait nous en interne. Il y a un sujet qu'on ne peut pas ignorer, c'est celui de l'empreinte carbone de l'IA générative. Comment chez Airbus on en optimise l'impact ? Alors, effectivement, alors c'est assez colossal. Donc, en fait, la façon dont on l'approche, c'est que, en particulier dans l'IA générative, c'est qu'on va utiliser les large language models au début pour créer l'algorithme. Par contre, ce dont on s'aperçoit, c'est que au bout d'un certain moment, l'algorithme ou l'apprentissage, le coût énergétique et le coût de traitement de la donnée dépasse en fait l'amélioration de l'algorithme. Et donc à ce moment-là, on bascule. Ce qu'on fait, c'est qu'on bascule d'un modèle large language sur un modèle beaucoup plus restreint. Et en fait, du coup, on n'utilise plus la puissance électrique nécessaire et on arrive à venir sur des modèles qui sont beaucoup plus frugaux en termes énergétiques. Donc en fait, c'est une approche en deux temps. Dans un premier temps, on utilise les large language models pour former l'intelligence artificielle. Une fois qu'elle a bien appris et qu'on atteint un certain plafond ou une certaine asymptote dans l'apprentissage, on bascule sur un modèle beaucoup plus frugal et qui est restreint. Pour terminer cette interview, quelle est la vision stratégique d'Airbus sur l'IA générative ? Je peux peut-être vous entendre tous les deux sur ce sujet. Je vais commencer. Compléter s'il faut. Oui. Donc, en fait, la vision qu'on a, donc
premièrement, c'est effectivement ce qu'on veut créer ou utiliser chez Airbus, c'est une intelligence artificielle responsable. Responsable d'un point de vue humain, responsable d'un point de vue environnemental, responsable d'un point de vue éthique, etc. Donc ça, c'est je dirais, vraiment le phare que l'on suit et l'élément sur lequel on fera absolument aucune concession. La deuxième vision qu'on a, c'est que en fait, c'est pas les équipes digitales qui feront le succès de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Il faut vraiment que chacune des fonctions de l'entreprise s'approprie l'intelligence artificielle et voit ce qu'elle peut en tirer, ce qu'elle veut en faire, comment elle peut l'utiliser et où elle va trouver de la valeur. Donc, ce qu'on a fait pour atteindre cet objectif-là, c'est qu'on a créé en fait des réseaux de champions que l'on a formés. Et c'est là que mes équipes et que les équipes digitales interviennent. Elles vont intervenir dans le coaching, elles vont intervenir dans la formation, dans l'accompagnement des fonctions, pour les aider à trouver les cas d'usage, pour les aider à les prioriser, pour les aider à les catégoriser. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'on catégorise en fait nos cas d'usage selon deux axes. Donc un axe qui est interne versus externe. Donc quels sont les cas d'usage qui vont avoir une influence sur nos clients, donc l'utilisation de nos produits, l'utilisation de nos services. Et qu'est-ce qui est plutôt à usage interne de l'entreprise. Donc ça, c'est un des premiers axes, l'axe vertical. L'axe horizontal, c'est qu'est-ce qui est de l'IA, on va dire classique et que tout le monde va avoir dans toutes les entreprises, donc qui va plutôt s'appliquer sur nos processus, enfin sur les processus, versus l'IA qui va être créative et qui va être génératrice d'un véritable avantage concurrentiel pour Airbus. Et ça peut s'appliquer à la fois sur le produit et nos services, ça peut aussi s'appliquer sur nos processus, en particulier en matière de conception des avions, via l'utilisation de modèles hybrides qui permettent de simuler le comportement des avions du futur. Vous savez qu'on travaille sur un avion à hydrogène et donc on simule en fait grâce à l'intelligence artificielle les différentes configurations que pourrait avoir l'avion du futur. Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé en fait et on travaille vraiment au plus près des métiers pour être sûr de les accompagner là où ça va faire de la valeur, là où ça va créer de la valeur pour eux. Thierry Baril. Oui, juste un petit mot sur l'angle humain. Gagner en efficacité, gagner en productivité, gagner en compétitivité, ça veut dire finalement aussi gagner en confort de travail. Et pour nous, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a une dimension santé sur laquelle nous pensons que nous pouvons aussi beaucoup gagner grâce à toutes ces nouvelles technologies. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de surchauffe, surtout dans des business comme les nôtres qui sont à nouveau en hyper-croissance. Donc tout ce que l'on va pouvoir gagner comme temps nous permet de... Après, dans la stratégie, c'est ne pas faire n'importe quoi, on l'a dit depuis tout à l'heure. Toute la dimension de protection des données, toute la dimension d'éviter les biais, parce que finalement aujourd'hui il y a des biais humains et on nous dit que l'IA générative peut éviter les biais, mais tout dépend comment l'algorithme a été monté. C'est-à-dire qu'on peut réintégrer des biais de manière inconsciente. Il faut faire quand même toujours attention. Donc toujours garder effectivement cette puissance humaine à côté. Et comme on pense tous à Terminator et qu'on imagine tous que la machine prendra le dessus, moi j'ai plutôt envie de penser à Augmentator, vous voyez, à Liberator, à Productivator. Il y a plein de choses positives qu'on peut faire, donc on prend l'opportunité. Et à garder l'esprit critique de l'humain. Et garder cet esprit critique, cette valeur ajoutée qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, c'était passionnant. Dans un instant, ce sont les dirigeants de BNP Paribas qui seront à votre place. Avant de leur donner de la parole, je vous propose d'écouter à nouveau les étudiants de l'ESCP.